Salut à tous, Y'a pas que la street fait sa grande rentrée sur les réseaux sociaux de Samara Facilities et de Incent Saint-Denis, la marque du territoire du 9-3. Ici Karim Baldé, un peu d'émotion vous l'entendez parce que nous sommes dans un lieu emblématique du sport français, le Stade de France à Saint-Denis. Vous l'aurez compris, on va parler de sport au cours de cette émission avec l'impact des grands événements comme la Coupe du Monde de rugby par exemple ou encore les Jeux Olympiques sur notre territoire et puis plus généralement sur les territoires un peu partout en France. Avec moi pour évoquer ces thèmes, 3 invités prestigieux, vous en avez l'habitude bien sûr. Isabelle Colette tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici en quelque sorte chez vous. Au Stade de France, vous êtes la directrice du site de Saint-Denis à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby 2023. En 2 mots, à quoi ça correspond ce job de directeur de site ? Alors, directeur de site, c'est effectivement un bien grand mot. Ça s'écrit avec un S d'ailleurs, site, parce que effectivement, je m'occupe du Stade de France, mais pas seulement. On a des camps de base sur le territoire francilien. On a des hôtels, on a des moyens de transport, des gares, des aéroports, etc. Et donc, je m'occupe de... alors, en amont, je m'occupais d'optimiser l'impact de l'événement sur le territoire, et là en phase Coupe du Monde, en phase livraison, je m'occupe de livrer les matchs et d'accueillir les équipes et les invités dans les meilleures conditions possibles. Et même si la Coupe du Monde a lieu actuellement, j'imagine que ça doit faire 3 ans, 4 ans que vous êtes dessus. Ça fait 3 ans me concernant, oui, je suis arrivée en décembre 2020 avec une petite équipe à l'époque, on était 11 quand je suis arrivée, on est 1000 aujourd'hui, donc ça fait une petite entreprise à faire tourner effectivement ici. Pas qu'une petite, quand même une sacrée entreprise même. Et avant ça, vous avez été dans pas mal de fédérations sportives, ancienne directrice de communication de la Fédération française d'athlétisme, directrice de la Ligue nationale de volleyball également, et puis directrice générale adjointe de la LNB, la Ligue nationale de basket. À côté de vous se trouve Julie Coudert. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 25 ans, joueuse de rugby. Oui. Du côté de l'AC Bobigny, l'un des gros clubs de rugby dans le département. Et vous avez fait un mix entre le rugby à 7 et le rugby à 15. Exact. Championne du monde universitaire, si je ne dis pas de bêtises. Et puis donc international A dans l'équipe de France à 7. Oui. Et donc j'imagine que vous allez également vous projeter sur les Jeux Olympiques, car le rugby à 7 est une discipline olympique. Oui, en ce moment... difficile parce que je me suis fait les croisés il y a quelques mois, je me suis fait opérer. Donc je suis en rééducation et c'est un gros boulot pour déjà se rééduquer et puis revenir au niveau du rugby à 7 qui est très très exigeant. Donc on verra. Pour l'instant, je cours. On l'espère en tout cas. Et puis vous êtes membre également de la Génération Jeux qui a été initiée par le conseil général, le conseil départemental plutôt, de Seine-Saint-Denis. Et à côté de vous, notre 3e invité, Rafik Arabat. Bien le bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Haltérophile. Alors comment on prononce d'ailleurs? Haltérophile para-athlète, je ne sais pas comment on dit du coup. Alors c'est athlète para-handisport. Athlète handisport tout simplement. Vous habitez en plus à La Courneuve, donc tout près d'ici, ça tombe bien. Et vous souffrez d'une spina bifida, si je dis pas de bêtises, c'est une malformation au niveau de l'épine dorsale, hein, c'est bien ça? C'est ça. Et vous avez été initié à l'haltérophilie un peu sur le tard, notamment au centre de rééducation à Gonesse. C'est ça. Et on verra avec vous justement ce parcours qui vous a amené ensuite à devenir un athlète de haut niveau. Et puis on évoquera également le handisport. Et vous avez été champion d'Europe également en 2018. Cette émission, on l'a fait avec vous tous, bien évidemment. Il n'y a pas que la street, c'est sur les réseaux. Vous pouvez laisser tous vos commentaires, poser vos questions également. Alors n'hésitez pas et puis on y répondra dans les jours suivant la diffusion, bien évidemment, avec Samara Facilities, qui est l'entreprise à l'origine de ce programme. Il n'y a pas que la street pour mettre en avant les quartiers, pour sortir des préjugés. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser au sport. Commençons tout de suite avec l'impact des grands événements sur le territoire. On va prendre le cas de Saint-Denis, bien évidemment, parce que le Stade de France se trouve à Saint-Denis. Et puis, on va se plonger dans la Coupe du Monde de rugby qui a commencé début septembre et qui se poursuit jusqu'à la fin du mois d'octobre. On en est à peu près à mi-parcours maintenant. Isabelle Colette, je vais commencer avec vous. Quand on voit l'engouement, notamment en ville, que ce soit à Saint-Denis, à Paris, mais aussi à Marseille, à Lille, pour ce dont j'ai pu témoigner moi-même en tant que suiveur de cette Coupe du Monde, quel est le premier bilan que vous faites de cette Coupe du Monde ?
Objectivement, il est assez impressionnant. Alors moi, je viens pas du milieu du rugby, je le découvre et je suis assez bluffée par quelques chiffres clés. On a passé 1 million de spectateurs sur notre dernier match Afrique du Sud-Irlande. Alors, pas dans le stade 1 million, hein, mais en cumulé sur les premiers matchs. Donc nos stades sont pleins, ça c'est une première certitude. Deuxième point, l'audience télé, elle est également assez bluffante. On a fait la meilleure audience de TF1 sur l'année avec 15,4 millions de téléspectateurs sur le France-Nouvelle-Zélande. Et puis, comme vous le dites, ça fait des petits un peu partout puisque les collectivités ont porté des projets de ce qu'on appelle des villages rugby, alors qu'au foot on appelle des fan zones, c'est un peu la même chose. Au moins non français. Voilà, mais ça aussi, ça fonctionne très bien. Là, on a eu le dernier bilan, on est à 920 000 spectateurs, fans qui sont passés par ces villages rugby. Donc voilà, ça essaime un petit peu partout et les résultats, les chiffres clés sont assez impressionnants. On est aussi porté par une équipe de France qui réussit bien. On a déjà vendu, en 2 semaines, on avait vendu l'équivalent de maillots d'équipe de France, l'équivalent de ce qu'avait vendu le Japon sur l'intégralité de la Coupe du Monde, sur la dernière Coupe du Monde en 2019, quand elle avait organisé en 2019 sur son territoire. Donc voilà, j'ai des ribambelles de chiffres comme ça qui sont assez bluffants et qui me font dire que pour l'instant, oui, on est plutôt dans un beau succès. Après, il faut laisser les spectateurs et les autres confirmer ou infirmer, mais on est plutôt contents, nous, en tant qu'organisateurs, en tous les cas. Justement, Julie Coudert, vous êtes joueuse de rugby, vous avez assisté notamment au match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, une sacrée ambiance. Ouais. Quel est votre ressenti sur l'engouement autour de la Coupe du Monde ? Moi, je le vois beaucoup dans les écoles de rugby, parce que j'y vis, hein, et j'encadre une section baby rugby qui concerne des enfants de 3 à 5 ans. Et en fait, ça n'arrête pas de semaine en semaine. Une semaine, il y en a 20, la semaine d'après, il y en a 30. La semaine prochaine, il y en aura 35. Je ne sais pas comment on va faire. mais en fait, notre sport évolue. Enfin, ça fait vraiment grandir notre sport, la communauté de notre sport qui prend de plus en plus de place. Le rugby en France est quand même, devient quand même un des sports forts, en fait. Et on le sent, on le voit dans les clubs. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien. Cet engouement qui, on l'espère, va se poursuivre jusqu'à la grande finale qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Rafik Harabat, vous qui êtes extérieur au monde du rugby et extérieur à l'organisation, quel est votre regard sur cette Coupe du Monde en termes de ferveur, d'engouement ? Je trouve qu'il y a un engouement qui est important et aussi par rapport à des personnes que je connais autour de moi, je trouve qu'il y a une population qui est hyper importante dans ce sport-là et une belle évolution. Une belle évolution, effectivement, et comme vous le disiez, c'est devenu l'un des sports phares en France. Prenons le cas de Saint-Denis. Nous sommes ici dans le 9-3, à Saint-Denis, au Stade de France. La question que je vais poser à Isabelle Colette dans un instant, c'est de savoir comment mettre cette Coupe du Monde de rugby au service de la population. Je parle notamment en termes d'infrastructures, de qualité de vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retombées, beaucoup de touristes. On a vu notamment les Irlandais. Si vous avez vu des maillots verts à Saint-Denis, c'est normal. On voit cet engouement-là, ça rapporte de l'argent, des données, des recettes touristiques, etc. Mais comment profiter de ça finalement pour finalement rediriger une partie de cet argent au service des habitants ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Effectivement, il y a d'abord les retombées économiques dans l'instant, c'est-à-dire que les commerçants de Saint-Denis, voire de Seine-Saint-Denis, retirent des bénéfices de ces temps-là, ne serait-ce que effectivement les soirs de match, quand on voit tout ce qui se passe dans les villages rugby. Ensuite, il y a le travail que fait extrêmement bien la ville de Saint-Denis en termes de programme d'accompagnement et d'animation rugby, parce qu'ils travaillent depuis le début de l'année 2023 sur beaucoup de projets dans les quartiers, beaucoup de projets mixant culture et sport. Enfin, il y a eu beaucoup de programmes orientés autour du rugby et qui ont donné à connaître à des petits jeunes, et je ne suis pas du coup étonnée par ce que dit Julie, mais des jeunes enfants qui ont découvert le rugby dans les écoles ou dans les quartiers,
quartier parce qu'on est venu vers eux. Et ça a été un travail commun, d'ailleurs, puisque je disais, notre travail en amont, ça a été d'impacter sur le territoire et donc d'accompagner les villes et les départements et les collectivités d'une manière générale là-dedans. Et puis après, on a aussi, je pense à deux choses différentes. La première, c'est les infrastructures. Évidemment, dans le cadre de notre programme héritage, nous, on va financer un terrain de rugby à Saint-Denis, puisqu'il manquait un terrain de rugby. Il y en avait un qu'au nord et il y en aura un au sud, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, on finance un deuxième terrain grâce aux bénéfices qui sont faits sur la Coupe du Monde. Et puis, deuxième chose, on a aussi formé, nous, sur le territoire, sur le territoire français, plus de 1500 apprentis sport, dont de mémoire une quarantaine en Seine-Saint-Denis, et qui vont aider à la structuration des associations sportives pour justement accompagner les clubs dans leur développement et être en capacité d'accueillir tous ces nouveaux jeunes licenciés. Et oui, parce qu'avoir un boom de licenciés, c'est bien, encore faut-il pouvoir les accueillir. Et Julie Couder, vous en parliez à l'instant avec ces ateliers pour le bébé rugby, pour initier dès le plus jeune âge. Et pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, comment transformer l'essai, si je peux me permettre cette petite boutade rugbystique, de cet afflux de licenciés pour qu'ils puissent être bien accueillis dans les clubs et pour qu'ensuite on puisse former des nouvelles générations et les garder justement dans le giron du rugby. Alors, je vais revenir sur Campus 2023 parce que c'est vrai que nous, dans notre club, on a... alors, je dis peut-être des bêtises, on a des joueuses qui sont rattachées à des clubs. Je ne sais pas si c'est exactement... C'est pas notre club, enfin mon club. Mais qui permettent et qui sont là en appui pour alors déjà apprendre. Et je trouve qu'apprendre dans ce genre de conditions et pour ce genre d'événement, c'est extraordinaire. Enfin, quand on joue au rugby, il n'y a rien de mieux. Et donc, ils sont là en appui pour permettre de... en fait, on ne se rend pas compte, mais dans les associations sportives, c'est beaucoup de bénévoles qui mettent la main à la pâte. Surtout avec les bénévoles. Voilà, pour que tout marche bien, pour que tout le monde puisse être dans les meilleures conditions. Et en fait, c'est difficile de trouver des gens qui veulent bien donner de leur temps comme ça, gratuitement, je dirais. Et en fait, Campus 2023, ça permet vraiment d'avoir des gens en plus qui sont là pour encadrer, faire développer les structures, etc. Et pareil pour le rugby dans les quartiers. Nous, à Bobigny, on fait beaucoup d'interventions dans les quartiers. Et ça marche. En fait, il y a des gamins qu'on arrive à faire venir au club en allant les chercher comme ça dans les quartiers et toutes ces petites opérations, petit à petit, mises bout à bout, avec des gens qui s'investissent, ça permet de développer les clubs, développer les structures et d'accueillir tous ces gens qui arrivent en masse. Et puis pour rester sur le cas de Bobigny, Isabelle Colette, vous parliez justement des infrastructures. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir un nouveau terrain qui allait être construit ou un nouveau centre rugby à Bobigny parce qu'auparavant, même si l'AC Bobigny est un des clubs formateurs en région parisienne, vous étiez un peu répartis sur plein de terrains différents entre Bobigny, Pantin, bref, c'était pas forcément très lisible et donc c'était pas le meilleur accueil possible pour tous les licenciés et futurs licenciés. Donc justement par rapport à ça, en quoi une Coupe du Monde peut permettre d'améliorer les infrastructures tout simplement qui puissent ensuite accueillir ces champions-là, sachant que dans le 15 de France actuel, il y a déjà des joueurs formés comme Cameron Woki par exemple, né à Saint-Denis, formé à Bobigny, ou je peux prendre aussi Sekou Makalou par exemple du 15 de France, qui lui a été formé du côté de Massy, Demba Bamba effectivement natif de Saint-Denis également. Oui, Par rapport justement aux infrastructures, en quoi ça peut aider à développer en fait, votre club, par exemple celui de l'AC Bobigny? On se rend compte déjà qu'il faut de la place pour tout le monde maintenant. Nous, on a notre club à Bobigny avec un terrain en effet qui va être réhabilité. Mais actuellement, oui, on se sépare avec notre équipe senior masculine et nous, les féminines, un terrain au club sur lequel il faut qu'on cale chacun de 3 entraînements par semaine, en sachant qu'il y a aussi l'école de rugby qui joue sur ce terrain. Le terrain il doit être opérationnel aussi pour les week-ends. Donc le piétiner tous les jours de la semaine, ça ne l'entretient pas forcément correctement. Donc oui, en fait, on a besoin de plus de terrain, de plus d'infrastructures qui permettent d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Et on espère que ça va se poursuivre parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby, bien évidemment, en ce moment. Mais l'événement majeur, l'événement sportif incontournable, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu
en juillet-août pour les Olympiques et au mois de septembre pour les Paralympiques. C'est donc la mobilisation générale, bien évidemment, autour de cet événement. Mais malgré tout, il y a certaines craintes. Déjà, en termes de gestion des transports, par exemple, quand vous discutez avec vos potes, souvent on se dit ça va être le bordel. Donc on espère que ce ne sera pas le bordel. Mais surtout, au-delà de ça, il y a aussi la crainte de voir les quartiers de côté. Certains sites olympiques ont été déménagés de Seine-Saint-Denis pour aller ailleurs. Certaines compétitions délocalisées à Lille ou à Châteauroux, par exemple, pour diverses raisons budgétaires qu'il est un peu long d'expliquer ici. Mais en tout cas, voilà, on a un peu cette double crainte-là. Isabelle Collet, je m'adresse à vous. Actuellement, à quelques mois des Jeux, quand on discute entre amis, en famille, on voit plus le côté négatif des choses que le côté positif. Alors, comment faire pour remettre en avant les avantages liés à une organisation des Jeux Olympiques par rapport aux désagréments qui peuvent en découler ? Alors, je ne sais pas si moi je suis dans la bonne cible, parce qu'autour de moi, on s'enthousiasme plutôt à l'idée d'avoir les Jeux Olympiques et d'accueillir un si grand événement. Donc voilà, je n'ai peut-être pas la bonne vision. J'ai quand même en tête tout le travail que les équipes, notamment de Marie Barsac au JOP, font autour de justement de l'héritage de cet événement. Je pense aussi au village olympique qui laissera des infrastructures pour les habitants. Village olympique qui sera situé à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis. Voilà, et qui sera légué derrière en termes d'habitation. Voilà, j'y vois des choses positives. Après, dans l'instant, oui, bon, de toute façon, on est quand même un pays de râleurs, donc on va râler, parce que mais même là, pour venir à la Coupe du Monde, il y a des gens qui râlent parce qu'il faut attendre le RER et puis ça se bouscule. Et voilà, mais quand ça se fait pour des occasions aussi positives qu'aller fêter des champions dans un stade, voilà, j'y vois du positif. Après, les JOP, de la même façon que nous on l'a fait avec la billetterie sociale, donne aussi l'occasion aux collectivités de pouvoir inviter les enfants du quartier, des quartiers pour participer à la fête, et ça c'est des moments qui seront à mon avis inoubliables pour ces enfants. On l'a vu nous dans les yeux, j'ai vu des photos souvenirs d'une opération qu'on a fait sur l'Australie-Géorgie sur le premier week-end de compétition, où je vois bien que voilà, ça laissera des traces, et peut-être ça créera des futurs rugbymen. Mais au-delà de ça, je veux dire, ça permet à la population de participer. Après, oui, en termes de logistique, ça aura des impacts. Je veux pas dire l'inverse, mais je vois plutôt le verre à moitié plein pour ma part. Donc, je ne sais pas si mon témoignage est très représentatif. Non, mais j'aime bien quand on dit les termes. On est un pays de râleurs. C'est vrai qu'on est un peu râleurs en France. On est comme ça. On ne peut pas changer la donne, malheureusement. Rafik Arabat, je vais me tourner vers vous justement sur cette idée-là par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc JOP, c'est le sigle pour Jeux Olympiques et Paralympiques. Rafik Arabat, vous, quelle est votre vision des choses à quelques mois des Jeux Olympiques, justement sur cette mobilisation générale et sur les aspects, on va dire, positifs? Comment transmettre peut-être ce côté positif? Et est-ce que, comme Isabelle Collet, vous êtes plutôt enthousiaste, en tout cas dans votre entourage, ou est-ce qu'au contraire, il y a plutôt des râleurs, justement? Alors je pense qu'il y a des râleurs et il y a des personnes qui sont positifs. J'ai entendu un peu des deux, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on se pose certaines questions, que ce soit sur l'infrastructure ou même sur l'accessibilité des différents endroits qui seront axés sur la question du sport. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, parce qu'on est encore à quelques mois des JO. Mais je pense que voilà, il y a des représentants qui y travaillent, et c'est à nous de leur faire confiance et d'attendre le jour J. Oui, allez-y Isabelle Collet, vous avez un mot à rajouter? Pardon, oui, non, je repense par rapport à notamment l'accessibilité des transports. Je trouve qu'en fait, le fait qu'il y ait eu Paris 2024, ça nous a obligés tous à ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses et à accélérer certainement des choses qui auraient pu mettre encore plus de temps, j'imagine, pour être réglées, notamment oui, en termes d'accessibilité des transports aux personnes en situation de handicap. Donc, désolée, mais je vois encore un côté positif du coup à cet événement pour la prise de conscience des uns et des autres. Ouais. On parlera de l'accessibilité et du handisport à la fin de cette émission. N'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires, poster vos messages sur les réseaux sociaux de Samara Facilities et de INSEN Saint-Denis, la marque de territoire du 9-3.
Avant cela, on va passer à la deuxième partie, au deuxième tour de table consacré au sport au féminin. Même s'il y a eu des avancées ces dernières années, même s'il y a plus de visibilité, on le voit avec les compétitions comme la Coupe du Monde de football par exemple, qui a fait quand même de bonnes audiences sur France Télévisions et sur M6. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment sur l'accompagnement des joueuses et sur les effets concrets. Je prends l'exemple du football rapidement. Il y a 3 fois plus de joueuses dans les clubs aujourd'hui par rapport à 2011. On est passé de 60 000 à 180 000 licenciés. Mais quand même, après la Coupe du Monde qui a été organisée en France en 2019, le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas eu la hype espérée autour du football féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Julie notamment. J'avoue que j'ai pas trop suivi la Coupe du Monde de foot. Après, je pense que mon sport est un bon exemple parce que ces dernières années, le rugby féminin évolue vraiment grandement à vitesse grand V. Notamment grâce aux performances de l'équipe de France des féminines qui excelle. Mais malgré en fait toutes ces évolutions, tout ce qui avance, c'est là en fait qu'on se rend compte que ok, ça avance vite, mais il y a encore tellement de travail et du coup on parle de tellement loin parce que je ne vais pas m'amuser à comparer avec le rugby masculin parce que notre championnat est l'équivalent du top 14 chez les hommes. Il n'y a rien de comparable. On a un statut totalement amateur. Pour les clubs qui ont la possibilité financière de rémunérer un petit peu les filles. Avec des grandes teams. Oui, parce qu'en fait, il n'y a rien de... c'est des primes de match, c'est voilà quoi. Mais c'est énorme et c'est cool. Mais en fait... nous, on se lève le matin, on va au travail toute la journée, ensuite on va s'entraîner tous les jours, mais en fait pour performer à notre niveau, il faut aussi aller faire 3 séances de muscu dans la semaine, aller courir, puis en fait on va à l'école ou au travail, on a des devoirs, une vie sociale entre autres, et en fait mener tout ça de front quotidiennement, là où au même niveau les hommes vivent de ça en fait, c'est leur métier clairement. On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, mais c'est sur la bonne voie depuis quelques années et ça continue d'énormément progresser, donc je pense que ça doucement on va arriver vers j'espère une professionnalisation de notre championnat et ça devrait évoluer petit à petit. Je reprends la balle au bon, justement, vous travaillez, en plus d'être joueuse de rugby, vous travaillez dans quoi? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre vie en dehors du rugby? Où est-ce que vous travaillez et comment vous arrivez à concilier les deux, justement? Moi, je suis en alternance, donc en plus de travailler, je vais à l'école. Mais donc du coup, toute la semaine, je vais travailler. Je suis chargée de communication interne. Le vendredi, je vais à l'école. Et en fait, 3 fois dans la semaine, je vais à l'entraînement après le travail pour faire l'entraînement collectif de rugby. Et puis les autres soirs de libre, j'essaye de caler séance de muscu, séance de course. Et puis au milieu de ça, heureusement qu'on fait un sport collectif et qu'on voit du monde tout le temps. Mais voilà, après, voir la famille. C'est des bonnes journées où on part à 7h30, 8h le matin, on rentre à 22h le soir. Ah oui, c'est bien chargé. Voilà. Quoi. Et vous avez abordé ces aspects-là justement sur la non-professionnalisation du rugby féminin. Isabelle Collet, je me tourne vers vous qui à la fois travaillez sur l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, mais vous avez travaillé dans beaucoup de fédérations, en basket, au volley notamment. Quelles sont les avancées possibles pour permettre aux filles, lorsque les sports ne sont pas professionnels par exemple, d'accéder au club? On l'évoquait avec le cas de Julie justement, cette obligation de jongler entre vie professionnelle, vie familiale, vie étudiante, etc. Comment faire au niveau des ligues, des fédérations pour améliorer l'accès des filles au club? Vaste sujet. Première chose qui me vient à l'esprit, moi j'ai travaillé, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais directrice générale de la Ligue de volley. La Ligue de volley, c'est la seule ligue professionnelle en France qui est mixte, c'est-à-dire qu'on gérait du coup le championnat masculin et le championnat féminin. Alors à un degré bien moins que le top 14, mais en tous les cas, on travaillait à la fois en termes d'accompagnement, de structuration et de marketing de la même façon avec les filles qu'avec les garçons. Maintenant, pour revenir sur
sur la question, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés autour de la médiatisation du sport féminin, déjà pour essayer de donner des rôles modèles, en fait, d'avoir de l'inspiration pour des jeunes filles. Et je pense que ça fonctionne pas mal. Enfin, moi, qui suis du coup à la base basketteuse, quand je vois l'éclairage médiatique qu'il y a eu sur l'équipe de France de rugby, je sais que je connais des copines qui sont bien jalouses parce que jamais un autre sport n'a eu ça. Je trouve que d'être sur France Télévisions en clair pour des filles, c'est très chouette. Donc voilà, le CSA, le ministère des Sports a beaucoup travaillé sur cette médiatisation. Je pense que c'est déjà une première approche. Et ensuite, oui, en fait, ce que je crois savoir, mais je ne suis pas une grande spécialiste non plus, mais c'est qu'il y a une rupture à un moment donné qui est l'âge de l'adolescence, mais où on perd beaucoup de jeunes filles vers 14 ans qui, en gros, n'osent pas peut-être aller jusqu'à ce qu'a fait Julie, monter jusqu'au haut niveau et qui, du coup, arrêtent le sport. On a du travail à faire en accompagnement. Et puis après, une fois qu'on est parti sur l'idée d'être sportif de haut niveau, il y a un accompagnement qui effectivement n'est pas du tout à la même hauteur chez les garçons que chez les filles. Quand on regarde la longueur du staff d'un côté ou de l'autre, ça veut tout dire. Voilà, je pense que ouais, effectivement on a tout dit, mais là encore, voilà, je sais que il y a des travaux en cours, il y a de l'amélioration malgré tout, mais on part de plus loin, oui, c'est sûr. Et on espère que Paris 2024 va permettre aussi de poursuivre cette marche en avant pour le sport au féminin et pour améliorer l'accès et les conditions également d'accès au club pour les femmes d'une manière générale. On a parlé du sport au féminin, on va évoquer un autre sujet maintenant, notamment avec Rafik Harabat sur le handisport. Le handisport est à un tournant, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer l'émission. C'est vrai qu'il y a encore 10 ans, les Jeux paralympiques n'avaient aucune visibilité à la télévision. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux, notamment via le service public, via France Télévisions. Mais on voit que malgré ces avancées, il y a encore une longue marche à accomplir. Rafik Harabat, je rappelle que vous êtes donc haltérophile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, déjà pour commencer, en quoi l'haltérophilie vous a aidé vous-même à titre personnel pour votre santé, par exemple ? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé l'haltérophilie dans un centre de rééducation et ça a commencé pour garder tout simplement une marche, parce qu'avant je marchais avec des appareillages, donc j'avais une certaine mobilité supérieure à aujourd'hui, on va dire, et c'était vraiment dans ce but-là. Après, très rapidement, j'ai commencé à faire de la compétition régionale, et puis on m'a proposé à 16 ans de faire une première compétition internationale. Et c'est là où j'ai été détecté par le Pôle France. Et c'est à ce moment-là que mon histoire a commencé. Et votre histoire a commencé comme ça, et aujourd'hui vous êtes donc un athlète de haut niveau. Comment vous percevez peut-être le regard qu'ont les Français, et nous des quartiers, sur le handisport ? Alors je pense qu'aujourd'hui la question du handisport, elle a beaucoup évolué, parce qu'aujourd'hui on est un peu plus visible, et c'est important pour nous en tant qu'athlètes et en tant que personne en situation de handicap. Mais il y a quelques années en arrière, on ne nous voyait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui avancent. Certainement pas comme on le voudrait, mais ça avance. Après, on espère que pour Paris 2024, que l'étau se resserrera avec les personnes valides et qu'on n'aura pas cette différence qu'on peut voir souvent avec une bonne largeur, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, il y a un gap de 2 semaines, un écart de semaines entre la fin des Jeux Olympiques et le début des Jeux Paralympiques, et le soufflet retombe souvent après toute l'exposition autour des Jeux Olympiques. Isabelle Collet, je crois que vous vouliez saisir le micro et ajouter une précision.
Oui, enfin, c'est pas par rapport à ça, mais moi, je pense qu'indéniablement, le sport a changé notre regard sur le handicap et que là, moi, pour avoir vécu les championnats d'Europe de rugby fauteuil il y a quelques mois, et là, je vous invite à aller à Carpentier ou à l'Accor Arena pour voir la Coupe internationale de rugby fauteuil. En fait, ce sont des athlètes, quoi. Enfin, il faut changer le prisme parce que je pense qu'on les voyait comme des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on les voit comme des athlètes, comme avec une force de vie qui est juste impressionnante. Et voilà, et ça force le respect. Et je pense que le fait d'avoir de plus en plus de handisport sur les télévisions et médiatisé, ça accompagne cette transformation là. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais aussi le fait de recevoir là les Jeux paralympiques nous oblige à avancer plus vite sur un certain nombre de points sur lesquels on est en retard. Et voilà, je pense que oui, je sais bien, il y a eu beaucoup de retombées récemment sur le retard qu'on a, notamment en accessibilité dans les infrastructures sportives ou dans les moyens de transport. Mais voilà, ça avance. Ça avance bien, je pense, quand même. Justement, Rafik Arabat, pour rebondir sur l'accessibilité des stades ou même des moyens de transport pour accéder au stade pour les personnes en situation de handicap, vous, de votre vécu, justement, comment vous voyez l'évolution? Et je reprendrai même, avant d'entendre votre réponse, ce qu'a dit Mathieu Lartaud, donc, qui est le commentateur rugby de France Télévisions et qui lui-même a été amputé à une jambe récemment. Il a réussi à revenir pour la Coupe du Monde, mais il disait que, par exemple, il ne pourrait pas commenter dans certains stades comme à Toulon, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'accès en réalité à la tribune commentateur qui se trouve souvent, et là je parle d'expérience, au sommet des stades, donc tout en haut de la tribune. Quel est votre regard justement par rapport à l'accessibilité et à l'évolution de l'accessibilité des stades pour les personnes en situation de handicap? Alors, je pense qu'il y a eu un réel travail de fait sur l'accessibilité et surtout dans les stades. Après, j'ai pas eu non plus la chance d'en visiter énormément. J'ai fait le Stade de France et le Parc des Princes. J'ai toujours été bien accueilli et sur l'accessibilité, c'est toujours plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Et encore une fois, moi, le sujet sur lequel j'aimerais qu'on s'appuie, c'est qu'aujourd'hui, l'accessibilité est communiquée par des personnes valides. Et ça, c'est important qu'aujourd'hui, nous, personnes en situation en situation de handicap, qu'on soit sollicité sur ce genre de démarche. Pourquoi? Parce que en fait, qui est mieux censé savoir nos difficultés, c'est en fait les personnes qui sont atteintes d'un handicap physique. Effectivement, et ça peut paraître assez improbable quand même qu'il n'y ait pas tant de personnes en situation de handicap qui sont dans ces organisations-là pour porter justement l'accessibilité. Enfin, ça paraît étonnant quand même dit comme ça. Alors aujourd'hui, on a des ambassadeurs du sport qui sont dévoués, qui sont des vrais combattants sur le terrain, mais je pense qu'ils ne sont pas assez. Et aujourd'hui, en fait, on a besoin de plus de mentors pour vraiment se battre contre ce genre d'inégalité, parce que l'accessibilité pour moi, en tout cas, étant une personne en fauteuil roulant manuel, c'est hyper important de pouvoir être à la même hauteur de la personne qui va m'accompagner lors d'un événement ou un match, et que je puisse me mettre soit à côté de lui ou faire le même trajet que lui. Julie Coudert, je voulais avoir votre sentiment également par rapport au rugby fauteuil. Vous l'avez évoqué, la Coupe internationale de rugby fauteuil qui aura lieu mi-octobre du côté de la Carpentier, et les finales, je crois, donc à l'Accor Arena à Paris, si je dis pas de bêtises, donc du 18 au 22 octobre prochain. C'est vrai que le rugby fauteuil, par exemple, c'est une autre discipline qui pourrait s'imbriquer à la popularisation du rugby, puisqu'il y a le rugby à 15, le rugby à 13, le rugby à 7, donc vous êtes joueuse de l'équipe de France, et puis le rugby fauteuil qui est né au Canada. Quel regard portez-vous justement sur le rugby fauteuil? Alors moi, je trouve ça impressionnant déjà à regarder. Vraiment, c'est impressionnant. Et après, c'est ce que je dis souvent et ce que j'aime beaucoup dans mon sport, c'est que, alors déjà, quand on fait du rugby classique, toutes sortes tout le monde peut s'exprimer, c'est-à-dire qu'on soit grand, petit, tout maigre, gros. Enfin, c'est vraiment un des rares sports, je pense, où peu importe nos attributs, on peut s'épanouir. Et en fait, il y a énormément de
de déclinaison, le rugby à 13, le rugby à 7, qui est beaucoup plus... c'est des formes de rugby, mais ça reste différent pour des personnes qui cherchent peut-être d'autres sensations. Et puis, il y a le rugby à 5 aussi, on en parle peu, parce qu'on voit le rugby comme un sport très violent, etc. Mais ça se pratique aussi à toucher. Pareil, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les clubs. Et en fait, je trouve que juste le rugby fauteuil contribue à ouvrir davantage tout le champ des possibles pour que tout le monde puisse jouer au rugby, en fait. Qu'on soit grand, petit, qu'on soit en situation de handicap ou pas, qu'on soit adepte du contact ou pas du tout. Et moi, je trouve ça beau. Et c'est vrai que c'est hyper spectaculaire. Je vous conseille de regarder. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, des Jeux Paralympiques plutôt de Tokyo en 2021. Et je ne connaissais pas du tout. J'étais assez surpris de voir l'intensité, de voir les chocs notamment entre les. C'est presque violent. C'est hyper spectaculaire. La Coupe internationale de rugby fauteuil fait partie de ces événements qui ont lieu en France dans la ligne droite vers les Jeux Paralympiques. Et il y a eu également l'été dernier les championnats du monde de para-athlétisme du côté du Stade Charletti. Isabelle Colette, quelle première leçon on peut tirer de ces événements-là, catalyseurs en vue des Jeux Paralympiques, sur tous les aspects qu'on a donnés, notamment sur l'accessibilité dans les stades, mais aussi même sur la pratique du handisport. Moi, j'ai un souvenir lors des championnats du monde de para-athlétisme où il y avait de l'initiation au cécifoot et à d'autres disciplines justement paralympiques. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, avec notre équipe, avec mon équipe, on a fait une initiation de rugby fauteuil. Je peux vous dire qu'on n'emmenait pas large et qu'on s'est fait manger par les vrais athlètes qui étaient des habitués du club. J'ai oublié la question du coup. Oui, sur les premières leçons peut-être de ces événements comme les championnats du monde de para-athlétisme, par exemple, qui ont eu lieu l'été dernier, en termes d'accessibilité, même de visibilité d'ailleurs du handisport. Oui, mais en fait, je pense que c'est ce côté changer le regard et aussi permettre d'avoir des inspirations pour des jeunes ou des moins jeunes qui suite à un accident par exemple se retrouvent dans une situation de handicap, d'avoir cette visibilité de gens, parce que je pense qu'il y a des gens on en parlait tout à l'heure avec Rafik, mais il y a des gens qui s'en sortent justement grâce au sport et qui retrouvent un équilibre de vie, et je pense que ça aussi ça donne une belle inspiration pour tout le monde. Ça nous apprend aussi à vivre les uns avec les autres. Enfin, j'y vois beaucoup de positifs. Effectivement, à Charletti, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et voilà, et j'ai un athlète ami qui s'appelle Arnaud Assoumani et qui défend Mordicus, son sport, et que j'adore, et voilà, et ce genre de personnage entre guillemets, ça fait du bien, je pense, au handisport. Ouais. Rafik Arabat, pour le mot de la fin sur ça, c'est vrai qu'il y a des personnages bankable, comme on le dirait en anglais, comme Arnaud Assoumani, qui est le sauteur en longueur. Ce genre de personnalité-là, ça peut permettre aussi de populariser le handisport d'une manière générale, et puis les Jeux Paralympiques en ce qui concerne l'événement qui approche. J'ai pas compris la question. Non, je disais, ce genre de personnalité comme Arnaud Assoumani, par exemple, c'est important d'avoir ce genre de personnes pour populariser également, alors là c'est le para-athlétisme, mais aussi plus largement d'autres disciplines handisport. C'est important d'avoir des personnes comme M. Assoumani, dans le sens où chaque discipline a son représentant. Donc oui, je pense qu'il représente très très bien l'athlétisme. Et toute dernière question, par rapport à la pratique du handisport, il y a peut-être un des freins qui constitue l'équipement. C'est vrai que l'équipement coûte assez cher. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre fauteuil qui coûte combien, vous m'avez dit tout à l'heure 5 000 €. Voilà, donc c'est quand même pas anodin comme investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que des jeunes des quartiers en situation de handicap puissent justement se mettre au sport comme vous avez pu le faire avec l'haltérophilie, peut-être leur donner plus d'accès par exemple aux équipements qui leur permettraient aussi de pratiquer un sport ? Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la Fédération française handisport ne peut pas subvenir à tous nos besoins. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de monde et qu'aujourd'hui, il faut prétendre être sur une liste ministérielle de haut niveau et il faut être dans la catégorie élite. Et dans cette catégorie-là, on peut prétendre à avoir des aides financières ou techniques, et ce qui n'est pas le cas quand on est en dehors de ces listes-là.
Aujourd'hui, ces athlètes-là, ils ont besoin d'un accompagnement financier, ils ont besoin d'un accompagnement technique et même des fois psychologique. Parce qu'un athlète de haut niveau, c'est pas que de l'argent, c'est pas que de la technique, c'est aussi du mental. Et quand on est un athlète, il y a des fois où ça va pas et on a besoin de voir un coach mental, de voir des praticiens qui eux, sont importants pour le quotidien de l'athlète. Et c'est là on voit avec vos 3 témoignages à quel point, au-delà de ce qu'on peut voir à la télévision en termes de sport, il y a toute une logistique, il y a énormément d'enjeux de société qui se cachent derrière. Et les événements comme la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques permettent de mettre en avant. Avant de terminer cette émission, déjà je vais vous remercier tous les 3 de votre présence. Un mot notamment, Rafik, sur votre préparation pour les Jeux Paralympiques. Où en êtes-vous? Quelles sont les étapes à accomplir avant, espérons-le, de vous voir à Paris pour les Jeux? Alors, je suis revenu il y a un mois de Dubaï. Donc, c'était le championnat du monde qui a eu lieu pendant 15 jours sur Dubaï. J'ai fini 9e avec 200 kilos en charge maximum. C'était pour moi une nouvelle sélection parce que je me suis dit bon, je vais essayer de voir dans une autre catégorie ce que je peux faire. Malheureusement j'ai pas pu me sélectionner. Bon, il reste encore quelques compétitions, mais je pense que je ferai ma sélection en moins de 88 kilos. Et on souhaite en tout cas tout le meilleur pour les sélections en vue des Jeux Paralympiques. Julie, de votre côté, en ce qui concerne le rugby à 7, en espérant que vous vous remettiez bien de votre blessure, déjà, qui est une condition non négligeable, comment ça se passe ensuite en vue des Jeux Olympiques? Ah mince, je sais pas, c'est une colle, pardon. Non, je sais pas, pour l'équipe de France de rugby à 7, est-ce qu'elle est déjà directement qualifiée pour les Jeux Olympiques? Par exemple, comment ça se passe? De toute façon, oui, parce qu'il me semble que toutes les équipes de France sont au jeu. Après nous, c'est un sport collectif. Donc, en fait, c'est à chacun de tirer son épingle du jeu, de se démarquer tout au long des tournois toute l'année et de montrer qu'on a notre place ici. Mais voilà, moi, les prochains objectifs, ils seront surtout de déjà reprendre totalement avec mon club, ce qui serait pour les prochains mois. Et puis, on verra comment ça se passe. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Et encore merci à tous les 3 d'être venus. Rafik Arabat, Julie Couder et Isabelle Colette d'avoir été avec nous ici au Stade de France, dans ce lieu magnifique qui est le Stade de France, à l'occasion de ce 5e numéro. Et oui, déjà, il n'y a pas que la Street. Si vous avez raté les autres, vous pouvez toujours les retrouver sur les réseaux sociaux d'Insen Saint-Denis et de Samara Facilities. Mon nom est Karim Baldé, on se retrouve très vite pour un nouveau Il n'y a pas que la Street. Ciao.